Bonjour et merci à toutes et tous pour votre accueil ici. Alors moi je vais vous parler de la wilderness, donc la nature sauvage. Donc la nature sauvage comme moteur de nouvelles formes de mobilité interne cette fois. Motivée, alors on va le voir, mais essentiellement par les montagnes rocheuses, l'accès aux sports de nature, la faune sauvage. Et sont des mobilités qui sont caractéristiques depuis les années 90, donc en particulier dans les montagnes rocheuses. Mais on ne peut pas penser ces dynamiques sans penser au mouvement colonial historique qui a été celui de la conquête de l'Ouest, qui a été une entreprise de spoliation coloniale avant toute chose et qui a laissé des traces profondes dans l'organisation socio-territoriale américaine et dans le rapport des États-Unis, des Canadiens aussi, à la nature sauvage. Par ailleurs, alors que la littérature scientifique semble massivement considérer que l'Ouest, dans son ensemble, est devenu un territoire qui serait dévolu aux aménités environnementales et à l'économie récréative, si on change d'échelle, on peut révéler qu'il y a en fait de multiples fragmentations socio-territoriales et que ces fragmentations sont associées à des inégalités environnementales qui sont extrêmes. Entre d'un côté des ranchs luxueux qu'on va retrouver au pied des pistes, et puis de l'autre des réserves indiennes, des dévastations sanitaires qui touchent des communautés entières. Et donc, on va montrer que d'hier à aujourd'hui, la conquête de l'Ouest, au nom de la wilderness, est à l'origine de profondes injustices. Alors, pour mieux montrer ces fragmentations et injustices, même si je vais vous parler de manière générale de l'Ouest américain, je me concentre sur le Montana, l'État du Montana, qui est l'État sur lequel j'ai enquêté en particulier pendant ma thèse. Et on se concentre même à l'échelle de l'Ouest du Montana, donc la partie qui figure en rouge là sur la carte que vous voyez, puisqu'il existe en fait deux Montana. Il y a un Montana de l'Est qui correspond en fait aux grandes plaines agricoles et qui est encore un territoire peu attractif. Et puis il y a un Montana de l'Ouest qui est en fait le Montana des montagnes rocheuses. Donc c'est vraiment ce territoire-là qui est en plus un champ d'études important, on va le voir sur les migrations d'aménités et la gentrification rurale. Ma présentation s'appuie sur des matériaux empiriques recueillis lors de 3 temps de terrain, donc d'abord dans le Montana exclusivement, et puis ensuite lors d'un terrain itinérant du Montana au Colorado, en passant par le Wyoming. Et en fait, lors de ces temps de terrain, j'ai réalisé des observations, des entretiens, et j'ai aussi proposé la réalisation de cartes mentales qui permettaient de saisir les représentations et les pratiques des individus interrogés. Donc j'ai réalisé tout cela auprès donc des populations néo-arrivantes, mais aussi auprès des populations plus anciennement installées, auprès d'acteurs politiques et puis d'organisations environnementales. Et l'ensemble en fait a fait l'objet de traitements qualitatifs, mais aussi d'analyses lexicales plus quantitatives. Et ces matériaux ont été complétés par l'analyse d'un corpus pluriel, composé notamment de romans, de nature writings, dont je reparlerai, aussi de films, et puis de brochures promotionnelles variées qui célèbrent l'offre récréative du Montana. Alors, je vais dans cette présentation respecter en fait l'ordre de mon processus, en fait une forme de chronologie de mon processus de recherche, en commençant par aborder en fait les grandes dynamiques structurantes de l'Ouest américain, et puis en fait en dévoilant progressivement les révélations en fait que j'ai eues sur mon terrain et qui correspondent aux évolutions du regard du coup que j'ai pu porter sur ce terrain. Puisqu'en fait, mes premières hypothèses ont vite été confirmées sur ce regard un peu fantasmé sur la nature sauvage, avec des entretiens qui montraient bien que les populations s'émerveillent au quotidien en fait sur de ces grands paysages. Mais en fait, j'ai vite découvert un tout autre Montana en fait qui est fait de poussière d'amiante, de tragédie familiale, de silence très coupable. Et en fait, je suis revenue en France avec la conviction qu'il y avait une autre urgence scientifique et que je devais changer d'échelle. Et donc tout l'enjeu me semblait dorénavant résider davantage en fait dans les interstices
de l'Ouest américain, et ce qui exigeait en fait de ma part une nouvelle attention portée justement sur des fragmentations, alors qu'on pensait au départ le terrain comme homogène. Et donc, pour respecter le but là de la communication, c'est que je respecte un petit peu cette évolution du regard et ces révélations du terrain. Et donc, je respecte ça dans la chronologie de ma présentation, avec un plan en 3 parties parce qu'on se refait pas. Et donc, dans un premier temps, je montrerai que la wilderness est au cœur d'importantes migrations d'aménités. Et j'expliquerai ce qui est appelé en fait mutation de l'Old West en New West. Puisqu'en fait, ce processus en soi, il correspond au renouveau des campagnes qu'on trouve ailleurs, évidemment. Mais aux États-Unis, il a ça de spécifique que ça a participé en fait à l'invention d'un nouveau toponyme, le passage donc de l'Old au New West. Dans un second temps, j'étudierai donc le processus de gentrification rurale pour montrer justement à une autre échelle qu'il y a en réalité des profondes inégalités et donc des fragmentations socio-territoriales, ce qui permet de considérer que le New West est en fait un archipel. Et puis, je me concentrerai dans un dernier temps, justement, sur ces injustices environnementales et je montrerai qu'elles sont renouvelées. Et pour reprendre l'expression de David Blanchon, Sophie Moreau et Yves Advéré, qui parlent d'enfer gris et de paradis vert, je montrerai qu'il y a en fait des enfers gris au sein du paradis vert. Alors, donc dans un premier temps, la wilderness au cœur d'importantes migrations d'aménités. En fait, il y a de nombreux travaux qui montrent bien l'essor de ces nouvelles formes de mobilité vers l'Ouest américain qui sont donc motivées par ce fantasme de wilderness. Il faut savoir que les Rocheuses sont vraiment très attractives, alors pour des touristes évidemment, mais aussi pour des résidents secondaires. Il y a une vraie secondarisation des résidences, et puis pour de nouvelles habitantes et de nouveaux habitants qui sont pour beaucoup issus de la côte Est ou de la Californie. Et il y a 3 objets qui attirent en particulier leur attention, qui étaient récurrents en fait lors des entretiens ou qui apparaissent aussi de manière importante dans les cartes mentales. D'abord les montagnes. Donc les montagnes qui sont effectivement à perte de vue ou que l'on regarde. Ensuite, la faune sauvage, c'est-à-dire que les grizzlies, les ours noirs, les bisons, les loups constituent en fait l'attraction numéro 1 dans les montagnes rocheuses. Alors là, je vous ai mis une photo d'un ours noir que j'ai pu apercevoir dans le parc national de Yellowstone, avec tout l'attroupement caractéristique qu'on retrouve autour, puisque chacun veut ramener sa photo d'ours noir. Et ce, jusqu'à ce que le ranger arrive pour évacuer tout le monde, puisque c'est quand même un enjeu de sécurité publique. Et à droite, j'ai mis une photo en fait de sprays au poivre, qui sont des sprays. Bon, je suis un peu enrhumée, j'ai une voix. Qui sont des sprays. Ah oui, super. Je suis désolée. Je me remets derrière. Merci. Quelle salle. Non, mais c'est bon. Ça sera plus pire que moi. Merci, sinon je vais tout le temps le pousser. Merci. Donc, ils sont des sprays qui permettent de repousser les grizzlies en cas d'attaque et qui sont en fait... Alors moi, j'avoue, quand je suis arrivée la première fois dans le Montana, je pensais que c'était un gadget touristique. Et donc, j'étais un peu même condescendante en disant « Vraiment, qui achète ça ?» Et j'ai vite compris en fait que tous les habitants du Montana en ont sur eux en fait quand ils se promènent. Ou alors ils ont des petites clochettes pour éloigner les grizzlies, alors que d'ailleurs les habitants du Montana appellent les diner bells, parce qu'en fait c'est pour les grizzlies c'est l'annonce de l'heure du repas. Donc voilà. Et en fait c'est spray au poivre, contrairement donc à ce que je pensais au départ. Donc tout le monde se promène avec. Et ça veut pas dire qu'on va forcément croiser un grizzly quand on se promène. En fait, ça signifie qu'on garde toujours en tête, lorsqu'on va dans la nature sauvage de l'Ouest américain, qu'on peut potentiellement croiser un grizzly. Et en fait, c'est exactement ça le fantasme de la nature sauvage. En fait, c'est la potentialité d'une rencontre à tout moment avec le monde sauvage. Et puis, dernier élément structurant dans ce rapport à la wilderness, c'est l'accès au sport de pleine nature. Qui séduit, cet accès séduit de plus en plus de monde. Donc, c'est le ski, le VTT, le rafting, le kayak. Et puis, très emblématique là-bas, la pêche à la mouche. On va en reparler.
Et en fait, dans l'imaginaire collectif américain, en fait, c'est à l'ouest, plus qu'ailleurs, qu'on peut s'épanouir dans ces activités. Et d'ailleurs, il y a des travaux intéressants qui soulignent le lien, en fait, entre ces sports souvent intenses, voire dangereux, liés à ces activités, dans lesquels il faut maîtriser, dominer la nature, et qui font le lien donc entre ces sports et l'esprit de conquête des pionniers du 19e siècle. Et puis, certains de ces sports, comme le ski, sont particulièrement sélectifs. Évidemment, tout le monde ne peut pas les pratiquer, loin de là. Ils sont très chers. Et il faut savoir que selon les montagnes, vous savez bien que les forfaits, les remontées mécaniques n'ont pas les mêmes tarifs. Là, on n'est pas en Auvergne. Donc, pour le coup, le forfait, merci beaucoup. Pour le coup, le prix, donc le forfait des skis, des remontées mécaniques est exorbitant. C'est vraiment, on est plutôt sur des tarifs alpins, voire plus. Et on a vraiment une pratique qui s'adresse à une élite. Et donc, je vous ai mis là encore des photos du terrain qui vous montrent en fait pourquoi ces pratiques, enfin à quel point ces pratiques sont visibles partout dans l'espace public. Et en fait, les voir comme ça partout, tout le temps, en fait, ça crée une forme d'injonction. C'est-à-dire qu'être un bon habitant de l'Ouest américain aujourd'hui, c'est se montrer dans l'espace public dans des vêtements outdoors, et donc les grandes marques type Aigle, etc., qui coûtent elles aussi très cher, elles en bénéficient. Et puis donc c'est se montrer avec ses vêtements, avec son kayak, avec ses skis de compétition, son VTT sur le toit de son 4x4. Et là encore, l'injonction, vous le voyez, elle s'adresse pas à n'importe qui. Et donc j'ai pu constater, en complément, lors des entretiens, la place fondamentale de l'environnement dans donc l'appréhension par les individus rencontrés de leur quotidien, de leur trajectoire migratoire. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'était ce qui au départ motivait d'ailleurs ma thèse à l'époque, c'est le lien avec la littérature, puisque cette place, elle est entretenue en fait par des récits littéraires qui continuent à inscrire le fantasme de la nature sauvage au cœur des imaginaires collectifs et qui sont traduits en France, vous connaissez sûrement, par les éditions Gallmeister, qui au départ étaient en fait spécialisées dans les romans de retour à la nature. Là, ils ont un petit peu élargi leur spectre. Et ces récits sont en fait situés dans la grande histoire littéraire des nature writings aux États-Unis. Et donc, on a des écrivains célèbres qui sont originaires du Montana, comme Rick Bass, Doug Peacock ou Pete Fromm. Et il faut parler en particulier d'un livre dont l'adaptation au cinéma a eu un énorme succès et qui est resté profondément inscrit dans l'imaginaire collectif. C'est le livre de Norman Maclean, Et au milieu coule une rivière, qui a été publié en 1976, et son adaptation surtout par Robert Redford au cinéma en 1992. Et en fait, ce film et ce livre, donc à l'origine, ont joué un rôle vraiment, vraiment déterminant dans la diffusion de la pratique de la pêche à la mouche, et surtout dans son association en fait avec le territoire du Montana, puisqu'en fait le film a été tourné dans certaines rivières du Montana. Et en fait la pêche à la mouche a pris concrètement depuis ses productions une place importante dans la trajectoire migratoire des néo-arrivants. C'est-à-dire que dans les entretiens, beaucoup de personnes sont venues pour la pêche à la mouche. Et quand je suis allée à la rencontre de gérants et d'employés de boutiques de pêche à la mouche qui vendent donc des accessoires et des sorties guidées, ils les vendent à des prix là aussi assez élevés. Et en pleine saison, par exemple dans les communes les plus attractives du Montana, on peut avoir 200 à 300 pêcheurs qui travaillent comme guides. Et les employés s'accordent à reconnaître que l'immense majorité de leurs clients, en fait, ce sont des touristes et des néo-arrivants qui sont soit des passionnés, soit vraiment des néophytes, mais qui viennent essayer pour une journée pour vivre pleinement en fait l'expérience du Montana. Bon, je vais pas faire beaucoup de statistiques, mais évidemment qu'en fait les chiffres montrent que ces mobilités sont bien attestées. Et ils permettent en fait aussi de montrer que les aménités ont un rôle marquant en fait dans la croissance démographique. C'est-à-dire que dans la croissance démographique des comtés ruraux de l'Ouest américain depuis les années 90, clairement les comtés ruraux où il y a des espaces naturels protégés, eh bien il y a une croissance démographique nette. Et en fait, ces aménités en plus sont d'autant plus attractives pour l'Ouest américain qu'elles sont surreprésentées, ça se voit sur cette carte,
qui donc montre la localisation de différents types d'espaces naturels protégés aux États-Unis. Et donc, des travaux parlent alors de cet essor de nouvelles formes de mobilité, et on parle même d'un nouveau paradigme migratoire, puisqu'en fait, pour la première fois, on ne migre pas en interne, en termes de migration interne, on ne migre pas pour l'emploi, mais dorénavant pour des qualités environnementales, pour des spécificités culturelles, et c'est ce qui a donné naissance au champ d'études qui est celui des migrations d'aménité, qui est donc un champ d'études au départ qui est en fait porté par des chercheurs américains. Et évidemment que ce type de migration interne ne peut concerner que des groupes sociaux qui sont en mesure de favoriser l'attrait d'un lieu de résidence par rapport à d'autres critères. On ne choisit pas son lieu de résidence lorsqu'on travaille dans une usine. On ne peut pas se permettre de faire du télétravail ou des mobilités de domicile-travail aussi fréquentes parfois. On en reparlera. Or, si cette dynamique, elle vous paraît sûrement classique, puisqu'elle s'inscrit dans le renouveau des espaces ruraux qu'on connaît par ailleurs, en fait, dans l'Ouest américain, cette dynamique, elle est tellement importante qu'elle est à l'origine d'un nouveau toponyme. Puisque la littérature scientifique qualifie la recomposition socio-territoriale de l'Ouest américain de mutation de l'Old West vers le New West. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mutation ? En fait, l'économie de l'Old West, dès le 19e, elle reposait sur l'exploitation de ses ressources. Donc l'extraction de minerais, l'exploitation du bois, les activités du ranch. Et en fait, ces activités, elles sont en déclin, liées à plein d'autres raisons qu'on ne va pas développer là. Et en fait, ces activités ont laissé place à une nouvelle économie dans laquelle l'environnement n'est plus considéré comme une ressource à extraire, mais comme un beau paysage à préserver, à valoriser, à pratiquer via des sports de nature, pour aussi observer la faune sauvage, etc. Et cette mutation, donc de l'Old vers le New West, pourrait être qualifiée de passage d'un paysage de la production et consommation de ressources à un paysage de la production et consommation d'expériences. Et ce qui est intéressant, c'est de constater alors que dans ce renouvellement, ce qui est vraiment un renouvellement de fonctions des espaces ruraux, bien dans ce renouvellement des fonctions, l'environnement est toujours au cœur de l'économie, en fait, mais non plus dans sa composante productive, mais en tant qu'aménité, dans une composante en fait post-productive. Et le passage, vous voyez là, dans la fin du schéma de l'économie extractive à l'économie récréative et de services. Bon, évidemment, l'économie récréative, c'est celle des sports de nature, mais pourquoi économie de services ? C'est puisque toutes ces activités, elles créent de nouvelles demandes pour satisfaire la soif de consommation de ces néo-arrivants et néo-arrivantes. Et donc, avec une nouvelle offre commerciale des services à la personne, puisqu'il faut bien des femmes de ménage et des employés, type d'employés domestiques pour tous ces nouveaux arrivants des classes sociales supérieures. Il y a d'ailleurs des travaux intéressants qui font un lien entre les mobilités, les migrations d'agrément et les migrations internationales, puisque en fait, mécaniquement, lorsque l'élite migre quelque part, elle emmène avec elle, des employés. Et donc, souvent des employés racisés des migrations internationales. Donc, il y a des liens forts, en fait, qui seraient intéressants à creuser davantage. Et les politiques publiques s'en saisissent. Le marketing territorial dans l'Ouest clairement se nourrit, en fait, de la valorisation de ces opportunités récréatives. Là, je vous ai mis des captures d'écran de la chambre de commerce de Bozeman, donc dans le Montana, où clairement, il y a cette idée d'attirer de nouvelles entreprises, pas seulement des entreprises de sport de nature, mais en fait tout type d'entreprise qui a envie d'offrir en fait à ses employés des conditions de vie agréables. Et donc en fait c'est une nouvelle manière de capter aussi les meilleurs employés que de valoriser ce contexte-là. Et d'ailleurs je vous ai pas parlé, mais il y a un énorme développement aussi de la sphère paramédicale puisqu'on se blesse beaucoup dans les sports de nature. C'est une réalité statistique. Et donc on retrouve en fait, l'idée d'une nouvelle conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que pour le géographe américain William Travis, cette dynamique, c'est une nouvelle forme de ruée vers l'Ouest,
Amenity Gold Rush, puisque dorénavant, ce sont les aménités environnementales qui sont le nouveau filon. Mais ce renouveau en fait démographique peut aussi être considéré à travers le prisme de la gentrification rurale, qui correspond pas du tout en fait au même champ de recherche, même si on est souvent sur les mêmes territoires. On pourra en rediscuter d'ailleurs lors des questions, parce que qui sont en fait ces populations néo-arrivantes? Dans le Montana et avec mes matériaux de thèse, on peut voir le différentiel de niveau d'études. De revenus, le différentiel de CSP entre les populations néo-arrivantes et les personnes qui étaient installées là depuis plus longtemps. Et en effet, ces nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes sont généralement d'anciens citadins des classes moyennes à supérieures, qui disposent d'une dotation plus importante en capitaux économiques, sociaux et culturels, et en fait qui vont investir ces capitaux en fait via différentes actions envers l'environnement, parce qu'il y a vraiment cet enjeu en fait de mettre en accord leur quotidien avec le fantasme de nature sauvage qui avait nourri leur mobilité. En fait, il y a un ensemble de valeurs qui guident leur trajectoire migratoire, et ils essaient en fait de vivre dorénavant en concordance avec ces valeurs. Et face à ces différences de profil se pose alors la question de l'insertion de ces nouvelles populations dans le tissu social existant, ce qui est d'autant plus complexe que justement, je l'ai dit, ils s'installent avec une représentation du territoire qui est idéalisée, voire idyllique, et ils ont notamment des attentes très prononcées vis-à-vis de l'environnement pour lequel ils sont venus, ce qui peut entraîner en fait des conflits d'usage de l'espace entre nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, et habitants plus anciens. Et alors attention à ce qu'on pourrait supposer un peu trop rapidement. En fait, les nouveaux arrivants dans l'Ouest américain, comme dans la plupart des campagnes attractives, ne défigurent pas le paysage. Attention. Au contraire, ce sont souvent les premiers acteurs et actrices de la préservation du paysage, puisque c'est pour ce paysage-là qu'ils et elles sont venus. Et donc, en fait, ça va passer par du soutien financier aux ONG environnementales. Ça tombe bien, il y a de moins en moins d'argent public pour l'environnement. Et donc, il y a vraiment des personnes qui, en fait, investissent leurs capitaux économiques pour devenir des mécènes. Donc, ça, en plus, ça fait monter leur capital symbolique. Et donc, ils investissent dans des ONG environnementales, mais aussi beaucoup, ils investissent du temps dans des associations locales et dans les conseils municipaux. Ce qui est d'autant plus facile qu'ils disposent de capital culturel et de capital social qui leur permet de prendre facilement la parole dans l'espace public, dans les réunions publiques, ce qui leur permet de comprendre les documents d'urbanisme. Et en fait, tout ça, ça leur donne un poids local qui est très très important pour façonner le territoire pour lequel ils sont venus. Et donc, de ce constat est né le champ de recherche qui porte sur la gentrification rurale. Alors là, j'envoie à l'article de ma collègue Greta Tomasi, que vous avez sûrement déjà vu sur Géoconfluence, qui est vraiment très très éclairant. En fait, le concept de gentrification rurale caractérise l'installation de ces nouvelles habitantes dont on vient de parler. Donc généralement des anciens citadins, des classes sociales moyennes et supérieures, qui sont attirés par ces aménités environnementales. Mais on l'a dit, les gentrifieurs disposent de capitaux qui leur permettent de façonner donc le territoire selon leur idéal de ruralité. Et en fait, c'est ça qui crée en fait des tensions avec des populations plus anciennement installées. Et ce champ de recherche, il est britannique en fait à l'origine. En fait, les deux champs de recherche des migrations d'aménités et de la gentrification rurale n'ont pas du tout la même histoire. La migration d'aménités, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un champ de recherche américain, qui en fait est une lecture assez positive du processus, qui s'intéresse à la mobilité en tant que telle, et qui cherche à comprendre pourquoi on migre pour l'environnement, et qui du coup intéresse beaucoup les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs sur les migrations d'aménités qui font des rapports pour les politiques publiques, pour aider à ce que les communes développent leurs propres aménités pour attirer les populations. Donc il y a vraiment une idée très rapidement vers le marketing territorial. Le champ de la gentrification rurale, lui, il est britannique à l'origine. Et en fait, c'est une approche qui est très critique
du processus. Et en fait, il étudie non pas ce champ, la mobilité en tant que telle, mais les conséquences socio-économiques et socio-territoriales du processus. Et c'est important de le montrer parce qu'en fait, on a souvent, alors là, justement avec Greta, on a essayé de faire des travaux qui font un lien entre les deux notions, mais en fait, à l'origine, les deux notions, en fait, elles évoluent indépendamment l'une de l'autre et parfois sur des mêmes terrains, mais avec des chercheurs qui ne se parlent pas. Enfin, qui se parlent pas, qui ne communiquent pas scientifiquement. Donc c'est intéressant d'un point de vue épistémologique. Alors en quoi est-ce qu'il y a des tensions entre tous ces habitantes et habitants? C'est lié beaucoup à la capacité de ces nouveaux habitants qui sont bien dotés donc en capitaux économiques à investir dans le foncier. Donc c'est forcément quelque chose qui est très remarqué puisque ça s'inscrit dans les paysages. Et donc, on trouve de nombreuses constructions sur les hauteurs, beaucoup, à flanc de montagne. Et on arrive parfois dans des quartiers où il n'y a que des résidences en construction. C'est vraiment impressionnant à voir. Puisque la spécificité de ce type d'installation, de ce type de migration aux États-Unis, c'est que ça passe par de la construction neuve. Ce qui est différent de ce qu'on observe en France. Quand on travaille sur la gentrification rurale en France, c'est la rénovation de vieilles corps de ferme, etc., avec... Et en Angleterre aussi, c'est beaucoup de rénovation, donc avec des codes qu'on retrouve, on fait des grandes ouvertures, on fait un mélange de matières, etc. Là, c'est de la construction neuve. La construction neuve avec... Alors, j'ai pas trop... Ah, il faut que je me dépêche, en fait. Je suis en train de faire des digressions. Mais quand même, je voudrais dire que dans ces constructions neuves, il y a quand même l'idée de reprendre l'esthétique du ranch. Et c'est ce qui s'appelle, en fait, aux États-Unis, les amenity ranch, les ranchs d'aménité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un terme assez critique qu'utilisent les anciens pour qualifier ces ranchs, qui reprennent tous les codes esthétiques du ranch. C'est-à-dire qu'il y a les barrières blanches, il y a, même d'un point de vue purement architectural, il y a quelques vaches devant, mais qui servent de décoration, en fait. C'est-à-dire que ce sont des ranchs qui sont vidés complètement de leurs composantes productives, mais qui reprennent les codes esthétiques du ranch. Et donc ça aussi, ça crispe. C'est-à-dire que les rancheurs qui financièrement sont quand même en vraie souffrance et qui ont du mal à vivre de leur activité ne peuvent que se moquer de ces faux rancheurs qui ont que le cadre paysager. Et en parlant de crispation, donc il y en a beaucoup d'habitants qui rejettent la présence ostensible de ces gentrifieurs, qui peut être ostensible par l'habitat ou par les vêtements, etc. Et le californien, c'est l'archétype. C'est-à-dire que le californien, c'est devenu en fait un terme général pour critiquer les gentrifieurs, ce qui a donné naissance à l'expression Californication, qui en fait, Californication, ça signifie le fait qu'une ville évolue dans son offre commerciale notamment, avec une nouvelle clientèle qui diffuse de nouveaux modes de consommation, tout ce qui pourrait être considéré comme une forme de boboisation dans la presse française. Et la littérature en témoigne. Donc je voudrais vous proposer un extrait d'un roman de Douglas Kennedy qui parle de la californication et qui est assez marrant. Donc Bozeman, où je viens dans le Montana, Bozeman, où je viens de passer le dernier week-end, a rejoint Kalispell, Bighorn, qui est jusqu'à notre cher Mountain Falls, dans la catégorie sans cesse grandissante des cités du Montana, ravagées par ce terrible virus que certains nomment la californication galopante. Comment savoir si cette maladie s'est déjà attaquée à votre quartier ? Il suffit d'un coup d'œil aux devantures de magasins. Si vous y découvrez des jeans Ralph Lauren et des bottes de cow-boy à $300 la paire, c'est que le virus de la californication est à l'œuvre. Entrez ensuite dans votre snack habituel. Tous les plats arrivent-ils garnis de cette herbe folle que d'aucuns appellent maintenant roquette? Est-ce que les serveuses minaudent désormais en s'extasiant sur la fragrance de cassis que présente tel pinot noir de la vallée de Napa? Elodie Snack a-t-il dernièrement été redécoré dans la veine de ces établissements chichiteux qui vous proposent 17 sortes d'espresso sur leur carte? Si c'est le cas, alors vous devez en déduire que la californication ronge le cœur même de votre ville. Et très sérieusement, des chercheurs proposent même de regarder la géographie de la gentrification à la carte des cafés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans les villages, dans les petites villes rurales de l'Ouest américain, on peut distinguer en fait les cafés pas encore gentrifiés, des quartiers gentrifiés, à l'offre en café. C'est-à-dire que dans les cafés anciens, on va dire, on a toujours de grands americanos, c'est-à-dire qu'on boit à table des énormes cafés très très allongés. Et en fait, dès qu'on est dans un quartier gentrifié, c'est là qu'on retrouve effectivement une carte très précise de mocato au lait d'avoine, de smoothie à la baie de goji, ce genre de choses, et au choucal. Et donc voilà, c'est un marqueur de consommation, mais qu'on retrouve à l'international aussi. C'est pas ça, pour le coup, c'est pas spécifique aux États-Unis.
Et en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue systémique, parce que sinon ça pourrait être juste de l'anecdote, c'est que l'ensemble de ces éléments qui sont certes au départ individuels, en fait, ça concourt à la fabrique d'un environnement collectif qui porte en fait les marques de l'appropriation par une nouvelle classe sociale du territoire. Et c'est ce que le géographe justement britannique Martin Phillips appelle une colonisation de classe. En fait, c'est-à-dire que lui, dès ses premiers travaux sur la gentrification, il a une approche alors qui est très critique avec ce terme de class colonization. Mais ces processus de migration, d'abénité et de gentrification rurale, en réalité, en fait, ils se concentrent que sur quelques territoires de l'Ouest américain. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis des choses de manière très générique, mais évidemment, je nuance et c'est tout l'intérêt pour moi de changer d'échelle. En fait, le New West, c'est un archipel d'îlots gentrifiés. Tout l'Ouest n'est pas devenu le New West. Il faut absolument le dire, puisqu'en fait, si on regarde dans le Montana, il y a quelques villes qui sont là uniquement dans l'Ouest du Montana, qui enregistrent un regain démographique avec une surreprésentation de populations diplômées, très diplômées. D'ailleurs, on appelle dans ces villes gentrifiées les serveurs dans les restaurants les PhD, parce qu'ils sont tous en fait venus en étant très diplômés, ils trouvent pas d'emploi autre qu'un dans les... On dit que c'est la wilderness tax, c'est le prix à payer pour vivre dans la wilderness. Et donc, on a une surreprésentation des populations comme ça, très diplômées, avec parfois des forts revenus, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont qui ont du capital culturel et social, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de capital économique. Et une surreprésentation d'ONG environnementales. Parce qu'il y a un programme d'études, notamment à Missoula, une des villes du Montana, un programme d'études environnementales qui est très intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui viennent spécifiquement pour ce programme et qui, en fait, ont un coup de cœur pour les Rocheuses et restent là. Et ce qui fait qu'ensuite, ils créent leur propre ONG environnementale. Et donc, c'est vrai qu'il y a énormément de petites associations environnementales là-bas. Alors là, je vous projette un croquis de synthèse que j'ai fait pour GeoConfluence, que vous retrouverez en ligne. Pour l'instant, j'ai mis que la partie New West de la légende, vous remarquerez. Sur cette carte, on peut voir donc l'importance des... je ne sais pas si vous arrivez à lire la légende, l'importance des espaces protégés. Donc, il y a une gradation de vert selon le type d'espace protégé. Et puis les principales petites villes gentrifiées de cette économie du New West. Donc pour vous donner les noms, Missoula, Hamilton, Bozeman, Livingston, Big Sky, qui est là où réside en partie Kim Kardashian. Big Sky, c'est vraiment c'est une ville, comment on appelle ça, une station de villégiature avec que des pistes privées de ski, etc. Et donc il y a toute l'élite américaine qui est là. Et en fait, si on change d'échelle, si on passe cette fois à l'échelle infra-urbaine, eh ben on constate qu'au sein même des petites villes du New West, la gentrification, elle n'opère que par poche. Et en fait, on a des nouveaux habitants qui privilégient alors soit les hauteurs des collines, donc il y a vraiment plus sa dimension symbolique d'être dans une posture un peu surplombante, et donc au bord des lacs, donc là où il y a les aménités, au pied des pistes, mais aussi certains quartiers dans les centres-bourgs. Certains quartiers qui sont vraiment gentrifiés, on va trouver donc des boutiques de vêtements de sport de nature, des galeries d'art, des cafés branchés, etc. Et en fait, sauf que pourquoi est-ce que dans la littérature on trouve que cette idée de New West pourtant, c'est que c'est lié à la fabrique même de la recherche. C'est qu'en fait les chercheurs américains se déplacent beaucoup en avion, en saut de puce, c'est-à-dire qu'ils font des sauts de puce d'îlots gentrifiés en îlots gentrifiés. Et c'est ce qui si on se déplace ainsi, en fait, forcément qu'on théorise une mutation globale du New West. Mais en fait, c'est lorsque on sillonne justement les interstices en voiture, qu'on se déplace, qu'on traverse lentement ce qu'il y a de part et d'autre de ces îlots gentrifiés et qu'on peut voir, eh bien, en fait, que tout l'Ouest américain n'est pas devenu le New West. Et donc, on arrive à ma troisième partie sur ce renouvellement des injustices environnementales. Donc, il y a des enfers gris au sein du paradis vert. Alors, je reprends pour commencer la définition d'inégalité environnementale et après, on parlera de la différence entre inégalité et injustice environnementale. C'est sensiblement finalement différent. Donc, cette définition de Syria Emelianov, elle fonctionne bien sur l'inégalité environnementale. Elle exprime donc l'idée que les populations ou les groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions, aux nuisances et aux risques environnementaux, pas plus qu'ils n'ont un accès égal aux ressources et aménités environnementales. Cette définition, elle a la vertu de montrer
que la question de l'inégalité d'accès à l'environnement, elle se situe sur un vaste spectre de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est inégaux face aux nuisances, mais aussi inégaux face dans l'accès aux aménités. Et donc, il est temps de regarder la deuxième partie de la légende, parce que dans l'ouest du Montana, on observe encore de vastes espaces ruraux qui sont encore dévolus à l'extractivisme. Et en plus, cette activité, elle est fortement appuyée politiquement et financièrement aujourd'hui en raison des ambitions d'autonomie énergétique de la Maison-Blanche. Et en fait, ça crée des paysages qui sont marqués par les mines à ciel ouvert, par des cheminées de fonderie, des infrastructures de forage. Par exemple, à Columbia Falls, c'est une ville de l'aluminium, c'est une ville qui est contaminée au cyanure et au fluorure. Butte, alors les deux photos de votre gauche correspondent en fait à la ville de Butte, qui est une ville du cuivre. Et en fait, l'eau là que vous voyez, c'est en fait une mine à ciel ouvert de cuivre. Je sais pas, il y a quelques années, il y avait les articles de presse, même en France, pour parler d'un vol de cygnes, des cygnes qui s'étaient posés sur l'eau très acide d'une mine de cuivre à ciel ouvert. En fait, c'était à Butte. En fait, l'eau est tellement chargée en métaux lourds et en particulier en arsenic que quelconque oiseau qui s'y pose meurt instantanément. Et donc ça représente, là j'aurais dû vous mettre une photo aérienne de Butte. En fait la mine en elle-même est presque plus grande que la tâche urbaine. En fait c'est une mine qui est monstrueuse et donc ça représente un enjeu sanitaire énorme. Et en fait, cette liste, elle n'est pas exhaustive, évidemment. En fait, on a vraiment une fragmentation, en fait, dans l'Ouest américain et dans le Montana en particulier, entre des petites villes, donc gentrifiées du New West, et puis ces espaces de l'Old West extractif qui existent encore, et dans lesquels les habitants qui sont de la classe ouvrière souffrent, en fait, au quotidien des conséquences environnementales et sanitaires de ces activités. Mais en fait, c'est pas juste des inégalités d'accès à l'environnement. En fait, comment est-ce qu'on passe du champ des inégalités à celui des injustices? Parce que c'est ça la question. En fait, les injustices environnementales, ça relève en fait d'un jugement éthique de la part du chercheur ou de la chercheuse. C'est-à-dire qu'on parle d'injustice environnementale lorsqu'on considère qu'une inégalité environnementale est inacceptable parce qu'elle touche déjà des groupes vulnérables et parce qu'elle résulte de choix politiques et économiques qui désavantagent certains au profit d'autres. C'est-à-dire qu'en soi, l'inégalité, c'est toujours la même question, parce que l'inégalité, parfois, c'est de la discrimination positive, par exemple. En fait, l'inégalité, elle n'est pas forcément un mal. Là, le champ de l'injustice, il y a un jugement éthique clair et surtout une désignation politique. C'est-à-dire que c'est un jugement critique d'un champ de recherche qui considère que des inégalités sont injustes et qu'elles sont surtout le résultat en fait de choix politiques et économiques. Et donc ce sont des inégalités injustes parce qu'elles sont produites par des rapports de pouvoir. Et si je vous ai mis ces captures donc d'articles de presse et d'ouvrages, c'est parce que le champ de recherche sur la justice environnementale est né dans les rues américaines dans les années 80. Et c'était d'abord des manifestations spontanées d'Afro-Américains dans la lignée des mouvements pour les droits civiques. Et donc, alors j'ai malheureusement pas le temps, mais c'est passionnant de montrer la différence entre cette lutte pour la justice environnementale et l'histoire de la protection de l'environnement. C'est pas du tout la même généalogie en fait. C'est pas du tout les mêmes personnes qui ont défendu la grande histoire de la wilderness et les personnes qui ont lutté pour rétablir un peu plus de justice environnementale. Là, on est vraiment dans un champ de recherche qui vient des mouvements militants et vraiment dans la lignée des droits civiques, des mouvements antiracistes. Et au départ, l'idée, c'était de manifester pour signifier une colère très forte. Et en fait, ce constat-là, il a été notamment posé par Robert Bullard, qui a été un des premiers à parler de racisme environnemental, pour montrer que les industries les plus polluantes, les incinérateurs de déchets, sont systématiquement situés dans des quartiers afro-américains aux États-Unis. Et c'est statistiquement prouvé. Et c'est là où le quantitatif, des fois, est nécessaire. Parce que ça permet en fait d'appuyer le propos en disant « oui, là, c'est pas juste là, c'est statistiquement avéré ». Bon, je suis obligée d'aller vite là-dessus, mais je serais ravie que vous me posiez des questions sur cet enjeu-là.
Alors, pour comprendre qu'il y a bien dans le Montana de profondes injustices environnementales, on peut prendre l'exemple de Libye, qui est une petite ville qui a connu l'une des plus graves catastrophes sanitaires. Donc, il y a une journaliste, Andrea Peacock, qui a travaillé sur ces mécanismes. Il faut savoir qu'il y a une femme qui a porté cette lutte localement qui s'appelle Gayla Benefield, et dont toute la famille a été décimée par l'amiante. En fait, c'est une ville entièrement contaminée à l'amiante. En fait, l'histoire de Libye, c'est l'histoire en fait d'une exploitation de vermiculite qui est un dérivé de l'amiante. Et en fait, c'est une grande entreprise, Grace Corporation, qui dès les années 20 donc a exploité l'amiante. Et en fait, comme très souvent, il y a un enjeu énorme de survie économique pour la ville, puisque l'économie entière de la ville dépendait de cette entreprise. D'où, vous imaginez bien, le silence qui était fait autour des problématiques sanitaires. Or, on le sait, depuis les années 1930, ils connaissaient les risques mortels de l'exploitation. Mais on se retrouve un peu dans le diptyque angoisse de la fin du monde contre angoisse de la fin du mois, avec une population issue du milieu ouvrier, économiquement fragile, qui en fait n'avait pas les moyens économiques pour contester ce modèle productif. Et en fait, il y a plein de preuves, donc il y a eu un procès ensuite pour montrer la manière dont l'entreprise a complètement étouffé l'affaire, donc avec des rapports médicaux complètement corrompus, de faux diagnostics médicaux, les médecins ont été intimidés. Enfin voilà, c'est tout un processus. L'élite locale aussi est compromise, puisqu'en fait, notamment la chambre de commerce a tout fait pour étouffer l'affaire parce que c'était pas positif pour l'image de la ville. Sauf fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas que les ouvriers qui ont été contaminés, puisque Grace Corporation a eu la bonne idée d'être généreux et d'offrir de l'amiante, en fait, de la vermiculite à tous les habitants. Donc, ce soit les ouvriers qui repartaient chez eux avec un sac sous le bras pour isoler leur maison, fertiliser les jardins. Il y avait même des recettes de gâteaux à la vermiculite qui remplaçaient la levure. Et alors, sans parler des familles directes des employés qui, en fait, lorsque le papa, parce que bon, c'était assez genré là pour le coup, lavait ses vêtements et les faisait sécher devant la cheminée ensuite, et la poussière de vermiculite, elle a contaminé les familles entières. Et toutes les maisons, en fait, sont contaminées à l'amiante. Et donc ça, c'est une des photos que j'ai prises à Libye, des opérations de décontamination qui ont eu lieu depuis 2000 par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Et en fait, c'est des opérations qui ont été un peu critiquées aussi, puisqu'en fait, c'est des opérations de surface. Il y a une forme de réparation, de visibilisation de la réparation, puisque en fait, on a gratté de manière assez ostensible la surface des sols, mais en fait, tout est mortellement contaminé. La ville entière meurt. Enfin, c'est apocalyptique. Et il y a une dimension de classe sociale à interroger, puisqu'en fait, c'est lorsque on s'est rendu compte que la contamination touchait aussi les classes moyennes et les élites locales que l'affaire a été médiatisée et que l'État fédéral est intervenu, puisque jusqu'alors, lorsque c'était que la classe ouvrière, il y avait une forme de culture sacrificielle qui faisait que la dévastation sanitaire était finalement complètement acceptée, voire même normalisée. Et il est temps maintenant de vous parler de la question indienne, également visible sur cette carte de synthèse qui représente les réserves, puisque si mon titre de partie s'intitule « Des injustices environnementales renouvelées », c'est que les injustices évidentes qui concernent les nations indiennes s'inscrivent bien sûr sur le temps long. Donc évidemment, colonialité de la wilderness, spoliation coloniale historique. Et si vous regardez une carte des États-Unis, il faut savoir que les réserves se situent souvent à proximité immédiate des parcs nationaux, puisque les populations indiennes ont été déplacées, parquées dans des réserves pour protéger, soi-disant, l'environnement. Et c'était souvent des territoires sacrés en plus, qui sont devenus des grands sites protégés. Et c'est le cas donc dans le Montana en particulier, on en reparlera avec le parc national glacier. Et en fait, dès les années 70, aux États-Unis, des chercheurs ont éclairé le trauma des nations indiennes au regard de ce que les Blancs ont appelé la destinée manifeste. Et malheureusement, c'est pas surprenant, l'histoire environnementale américaine a été d'une blancheur aveuglante. Et d'ailleurs, cet ouvrage incarne vraiment une doxa, c'est-à-dire que Roderick Frazier Nash, dans cet ouvrage qui a été réédité de multiples fois, a écrit l'histoire officielle de la protection de l'environnement aux États-Unis, dans lequel en fait on retrouve une représentation de l'environnement qui est complètement
fantasmé avec le regard de l'Européen. En fait, la wilderness, c'est un imaginaire européen porté sur la nature sauvage et bien sûr totalement aveugle aux conséquences de ce mouvement colonial sur les populations indiennes. Et au-delà même de cette confiscation blanche donc de la nature américaine, en fait, les historiens ont participé à invisibiliser épistémologiquement, historiographiquement, cette confiscation. Donc c'est une forme de double spoliation pour les nations indiennes que de voir cette histoire écrite de cette manière. Et à partir des années 90, il y a eu un renouveau historiographique. La wilderness a fait l'objet d'approches plus critiques, et notamment, je vous ai mis juste une capture d'écran du début d'article de William Cronon sur cette question-là. Cette remise en question scientifique sont d'autant plus nécessaires qu'au-delà de l'historiographie, en fait, le militantisme environnemental aux États-Unis souffre encore aujourd'hui d'un aveuglement quant aux questions raciales. C'est-à-dire que les mouvements blancs écologistes ne soutiennent pas les luttes contre le racisme environnemental du tout. Par exemple, lorsqu'il y a eu des mobilisations noires et hispaniques à Los Angeles contre un projet d'incinérateur de déchets au milieu des années 80, les militants ont contacté les grandes ONG environnementales pour leur demander du soutien. Et en fait, elles ont répondu que non, c'était pas un enjeu environnemental, mais c'était un enjeu de santé publique et qu'elles s'intéressaient à la wilderness. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a vraiment une vraie fracture entre l'histoire de la protection de l'environnement, qui en fait est une histoire blanche construite avec un regard européen, et en fait l'histoire de la justice environnementale, qui elle vient du mouvement des droits civiques et vient en fait de la lutte contre le racisme environnemental et le racisme systémique de manière générale. Ça fait 46 minutes. Mon sens du timing est perturbé. Du coup, je passe à la conclusion pour qu'on ait le temps de discuter. Il y a un petit conflit dont je voulais vous parler, mais qui est un tout petit conflit emblématique au niveau de Badger to Medicine, qui est en fait une petite zone qui, en fait, malheureusement, n'est ni dans un parc national, ni dans les aires de wilderness juste en dessous, là, sur la carte, qui est une zone qui, du coup, ne bénéficie d'aucun statut de protection, mais qui est en fait un territoire sacré pour les Blackfeet, dont la réserve est juste au-dessus, vous voyez sur la carte. Et en fait, c'est un territoire sur lequel des grandes compagnies de l'industrie extractive ont obtenu des droits d'exploitation du sous-sol, bien sûr sans consultation des représentants tribaux. Et donc, alors il y a eu plusieurs étapes judiciaires jusqu'à ce que les droits d'exploitation soient annulés par le gouvernement Biden. Mais bien sûr, avec le gouvernement Trump, on se demande ce qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Mais là, on a vraiment un renouvellement, de toute façon, d'une injustice environnementale historique. Et donc, en conclusion, on retrouve dans l'attraction de la nature sauvage, et spécifiquement dans la manière dont les gentrifieurs viennent l'affronter via les sports de nature, une forme de nouvelle conquête, en fait, opérée par des sortes de néo-pionniers, non moins blancs et virils, pardon pour l'aparté. Je suis obligée de faire ça. Au profil bien spécifique, c'est-à-dire qu'ils disposent de capitaux et ils recomposent du coup les territoires et leurs paysages. Et en fait, cet idéal du dépassement de soi par l'affrontement de la wilderness, en fait, existe toujours dans l'Ouest américain. Mais bien sûr, il est loin d'être caractéristique de l'ensemble de l'Ouest américain, qui n'est pas que le New West. Et en fait, on voit bien, enfin j'espère qu'on voit bien à l'issue de cette communication, que l'articulation des échelles et le renouvellement historiographique sont nécessaires pour en attester, et salutaires. Je vous remercie.